Début de la seconde moitié du XIXe siècle. L'Allemagne est toujours une constellation d'États. Otto von Bismarck, qui n'est encore que le ministre-président de Prusse, est résolu à y remédier. En 1866, il envoie ses soldats faire la guerre à l'Autriche. L'enjeu n'est rien de moins que la suprématie sur le monde germanique. Pour Bismarck, les grandes questions de l'époque se règlent à coups de fusils et de canons. C'est la méthode qu'il choisit pour obtenir ce que les Français connaissent depuis longtemps, l'unité nationale. À la bataille de Sadowa, Königgrätz en allemand, les Autrichiens essuient une défaite cuisante. La Prusse a gagné la lutte pour le pouvoir. Elle en profite pour exclure sa rivale de la Confédération germanique. Cette bataille n'est pas seulement un traumatisme pour l'Autriche, mais aussi pour la France. En effet, Napoléon III a refusé de prendre parti dans le conflit. Il va s'en mordre les doigts. Il assiste impuissant à la montée en force de la Prusse. Revanche pour Sadowa devient alors le nouveau slogan du peuple français. Mais cette bataille n'est que la répétition générale d'un drame qui va se jouer quelques années plus tard. Et déjà, l'acteur principal enfile son costume. Napoléon III voit avec horreur la gentille petite Gretchen se muer en guerrière, avec cuirasse et casque à pointe. Sous le regard interdit de l'empereur des Français, ce voisin hier morcelé devient une grande puissance. Bismarck a franchi une étape décisive vers l'unification. La Prusse contrôle désormais le nord de l'Allemagne. Seuls les États du Sud refusent encore d'adhérer à la Confédération de l'Allemagne du Nord. Pour l'instant. Au lendemain de Sadowa, Napoléon III est un homme éprouvé. Ses conseillers ont pris le pouvoir. Ils agitent le spectre d'une Allemagne unie et puissante. L'idée d'un conflit inéluctable fait son chemin. L'empereur sait déjà qu'en cas de nouvelle provocation prussienne, il devra déclarer la guerre. C'est exactement ce que veut Bismarck. Il a besoin d'un conflit, c'est le moteur de l'unification de l'Allemagne. Toutefois, la déclaration de guerre ne doit pas venir de la Prusse. Les États du Sud ne l'ont assuré de leur soutien qu'en cas d'attaque française. Reste à attendre le moment propice. Il se présente à l'été 1870. Bismarck met alors la machine en marche. Le trône d'Espagne est vacant. Il présente un candidat prussien, Léopold de Hohenzollern. Une succursale prussienne en Espagne. En France, la vieille crainte de l'encerclement refait surface. Le château de Sigmaringen, berceau des Hohenzollern. C'est ici que vit Léopold. Le prince est un homme écartelé. Il ne souhaite pas se mêler de politique et répond d'abord par la négative à la requête des Espagnols. Puis, sous la pression de Bismarck, il se ravise. Comme prévu, cette affaire met Napoléon III de fort méchante humeur. C'est au tour du roi de Prusse de s'en mêler. Guillaume Ier est alors en cure à Bad Ems. Il tente de contrecarrer le petit jeu de Bismarck et veille à ce que Léopold retire sa candidature. Mais les Français ne s'en contentent pas. L'empereur Napoléon III envoie un messager à Bad Ems pour exiger la garantie que jamais un Hohenzollern ne briguera le trône d'Espagne. Commence alors l'affaire de la dépêche d'Ems. Guillaume refuse poliment de satisfaire à l'exigence de Napoléon III. Il télégraphie à Berlin une lettre que Bismarck est chargé de rendre publique. Ce dernier s'exécute, mais en ajoutant son grain de sel. Le refus courtois devient une fin de non-recevoir au ton très sec. Le futur chancelier a atteint son but. Louis-Napoléon Bonaparte est offensé. Les deux camps veulent la guerre. Mais comme Bismarck le souhaitait, c'est la France qui la déclare. Conséquence, les États du Sud se solidarisent avec la Confédération du Nord. C'est une nouvelle étape vers l'unité de l'Allemagne. Les troupes prennent le train pour le front. Côté allemand, on est bien préparé. Les soldats empruntent des lignes directes qui les emmènent vers l'ouest à une vitesse moyenne de 22,5 km/h. Côté français, c'est un peu plus confus. Pour parvenir à la frontière allemande, les troupes doivent quasiment toutes changer de train à Paris. Le réseau ferré français a la particularité d'être en étoile. En cas de guerre, c'est un inconvénient fatal. Lors de la mobilisation,
l'arrivée simultanée des régiments crée un engorgement majeur dans les gares de la capitale. Napoléon voulait porter la guerre sur le sol allemand. Son plan échoue avant même d'avoir pu être mis en pratique. L'issue de la guerre va se jouer à Sedan. Les Français ont pris un mauvais départ, mais il semble tout d'abord qu'ils aient l'avantage. Leurs chasse-peaux ont une portée 2 fois plus grande que celle des fusils allemands. En revanche, les troupes allemandes sont appuyées par une artillerie beaucoup plus performante que celle des Français. Le feu des pièces prussiennes repousse les Français toujours plus loin derrière leurs lignes. Quant à l'arme secrète de la France, elle n'est d'aucun secours. Certes, la mitrailleuse inventée par le général de Réfy est redoutable, mais justement, elle est restée un peu trop longtemps secrète. L'armée ne l'a reçue que quelques jours avant la mobilisation, trop tard pour maîtriser son maniement. La victoire revient aux Allemands. Le roi de Prusse est ravi. Voilà une affaire rondement menée. À Berlin, la colonne de la Victoire commémore les récents triomphes de la Prusse. Bientôt, le 2 septembre deviendra un jour de fête dans tout le pays. Aujourd'hui, la journée de Sedan est tombée dans l'oubli. Mais la déesse de la Victoire, affectueusement surnommée Goldelse, la Lisette dorée, resplendit toujours dans le ciel de Berlin. À peine 45 jours après le début de la guerre, le gros de l'armée française capitule, avec son empereur. Napoléon III est fait prisonnier et conduit au château de Wilhelms près de Cassel. Avant cela, il confie son sabre à Bismarck avec un message au roi de Prusse. Monsieur mon frère, n'ayant pu mourir au milieu de mes troupes, il ne me reste qu'à remettre mon épée entre les mains de votre majesté. Le peuple français se dépêche de préciser que l'épée de Louis-Napoléon Bonaparte n'est pas celle de la France et qu'il n'est pas question de capituler. Dès le 4 septembre, la République est rétablie. Ce sera la 3e de l'histoire de France. Un gouvernement de défense nationale est créé. Il appelle immédiatement le peuple à prendre les armes contre les troupes germano-prussiennes stationnées en France. Mais rien n'y fait. Les vainqueurs de Sedan avancent, encerclent la capitale et installent leur quartier à Versailles, lieu symbolique s'il en est. La Galerie des Glaces devient un hôpital militaire prussien. Mais le 18 janvier 1871, les blessés sont priés d'aller se faire momentanément soigner ailleurs. C'est ici que Bismarck va célébrer son triomphe personnel. Guillaume de Prusse est proclamé empereur. Es lebe seine Majestät! Vive sa Majesté, l'empereur Guillaume! L'Empire allemand est né. Et, cerise sur le gâteau, la France, l'ennemi héréditaire, est définitivement vaincue. Mais le pire affront fait aux Français, c'est l'annexion de l'Alsace et de la Lorraine. Ces territoires disputés depuis toujours changent une nouvelle fois de main. Toute trace de leur passé français doit disparaître, à commencer par le drapeau tricolore. Les couleurs de l'empereur allemand flottent désormais sur l'Alsace-Lorraine. À Paris, sur la place de la Concorde, la statue de marbre représentant la ville de Strasbourg est drapée de noir en signe de deuil. Y penser toujours, n'en parler jamais, chuchotent les revanchards. La reconquête des territoires perdus devient une obsession. Pour l'heure, la germanisation de l'Alsace-Lorraine est en marche. On rebaptise le nom des villes et villages et l'allemand devient la langue officielle. Les Français récalcitrants sont expulsés et les Allemands désireux de s'installer sont accueillis à bras ouverts. Bien sûr, ce processus ne va pas sans grincement de dents. Sous le pseudonyme de Hansi, Jean-Jacques Valls devient l'un des symboles de la résistance alsacienne. 2 bulldogs prussiens coiffés d'un casque à pointe entourent l'Alsace en jeune fille innocente. Hansi croque l'avarice des Allemands. Ils apportent leur propre repas dans les auberges alsaciennes et se contentent au mieux de commander un verre d'eau à la gentille serveuse. Devant les délices de la cuisine alsacienne, un garçon allemand grignote un bout de pain noir.
Ne vous y trompez pas, ces images font aussi rire les Allemands. La proclamation de l'Empire allemand annonce le temps des symboles nationaux. Il faut entretenir le souvenir de l'unification allemande. Avec ses atours guerriers, Germania est-elle l'incarnation des tendances bellicistes de l'Allemagne ou simplement l'icône maternelle de la nation? Quoi qu'il en soit, les monuments comme celui du Niederwald fleurissent un peu partout en Allemagne. Le territoire allemand se couvre de statues commémoratives. Germania, Bismarck, en cuivre, en bronze, casqués, couronnés. Une chose est sûre, on ne peut pas les manquer. Tout est fait pour susciter et alimenter la fierté nationale. Germania entre dans tous les foyers allemands. Nul ne peut y échapper. L'empereur, lui, refuse de figurer sur les timbres-poste. Quelque part, on le comprend. Je n'ai nulle envie qu'on me lèche par derrière et qu'on me tamponne par devant. Aujourd'hui, Germania est un peu passé de mode. En revanche, Marianne continue de jouir d'une grande popularité. Elle orne toutes les mairies françaises et diverses personnalités célèbres lui ont prêté leurs traits. Mais son apparence n'est pas toujours du goût de tout le monde. Il y a quelques années, le maire d'une commune du Nord a trouvé ses seins trop gros et a remisé sa statue au placard. L'affaire a suscité quelques remous dans les médias.